Merci. And I don't mind making this speech without a teleprompter. Je vais faire ce Because the discours sans teleprompter prompteur, is not working. parce qu'il ne fonctionne pas. Ça me va aussi. I feel very happy to be up here Je with you, suis très heureux nevertheless. d'être And ici that way avec you vous. speak more from the heart. Je vais parler You can plus du only cœur say qu'avec un that prompteur. whoever's operating this teleprompter Qui que ce is soit in derrière big ce trouble. prompteur, vous êtes mal. Vous êtes vraiment très mal. Hello, Madam First Lady. Bonjour madame. Thank you very much. Merci, quoi qu'il en being soit. here. Merci de votre présence, Madam President, Madame la Mr. Présidente, Secretary General, Monsieur le First Lady Secrétaire of the général, United States, distinguished Madame la Première delegates, Dame des ambassadors, États-Unis, Mesdames et Messieurs les and world délégués, les délégués et 6 years représentants have passed since internationaux. I last stood in 6 ans this grand hall and addressed depuis the world ma that dernière was allocution ici, prosperous and dans un at monde peace prospère et in my first et en term. paix, lors de mon premier Since that mandat. day, the guns of Depuis, war have les shattered the canons peace I forged ont on 2 ébranlé la continents. paix An sur era 2 of continents. calm and stability gave way to one of Une ère de paix et de stabilité qui a été remplacée par les plus grandes crises de notre and here in époque. the United States, 4 years of weakness, 4 ans de lawlessness, and faiblesse, radicalism de under the last radicalisme et d'extrémisme aux États-Unis à cause de l'administration précédente et qui ont fait de notre pays un pays qui accumule les désastres. Il y a 1 an, notre pays était en difficulté, mais depuis 8 mois, sous mon administration, nous sommes le pays qui avance le plus vite dans le monde et aucun pays ne peut nous rattraper. L'Amérique a la bénédiction d'avoir les frontières, l'économie les plus fortes du monde, l'armée la plus forte du monde, les meilleures relations internationales et le meilleur état d'esprit en tant que nation au niveau mondial. C'est un âge d'or pour l'Amérique. Nous inversons les calamités économiques dont nous avons hérité de l'administration précédente, y compris l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, une inflation à un niveau record. Sous mon leadership, les prix de l'énergie diminuent, les prix du pétrole et du carburant diminuent, le prix de l'alimentation, le taux également des crédits immobiliers, et l'inflation a été vaincue. La seule chose qui ne cesse de croître, ce sont les cours de la bourse, à un niveau record battu 48 fois au cours d'une période très réduite. La croissance explose, le secteur manufacturier est en pleine croissance et les cours de la bourse sont au plus haut niveau. Et vous en profitez tous ici dans cette salle, en tout cas presque tout le monde. Et surtout, les salaires des employés et ouvriers augmentent à une cadence plus élevée que ce que ça a été le cas pendant 60 ans. En 4 ans, sous le président Biden, nous avons eu moins de 1000 milliards d'investissements aux États-Unis. Et en 8 mois, depuis que je suis arrivé, nous avons reçu des engagements et déjà des versements à hauteur de 17 000 milliards de dollars. En 4 ans, 1 000 milliards. En 8 mois, 17 000 milliards de dollars. 17 000 milliards de dollars investis aux États-Unis et qui affluent de toutes les parties du monde. Nous avons mis en œuvre les plus importantes réductions d'impôts de l'histoire américaine, ainsi que la simplification administrative la plus importante de notre histoire, de telle sorte que les États-Unis sont le pays le plus attractif économiquement au niveau mondial. Beaucoup parmi vous investissent aux États-Unis et cet investissement a toujours bien payé, en particulier depuis ces 8 mois. Lors de mon premier mandat, j'ai construit la plus forte économie du monde. Nous avons eu la meilleure économie de l'histoire du monde, l'économie la plus robuste, et c'est ce que je suis en train de refaire, mais à une plus grande échelle et avec une meilleure qualité. Les chiffres surpassent les chiffres de mon premier mandat. À la frontière, nous avons repoussé une invasion colossale et depuis 4 mois, donc 4 mois d'affilée, le nombre d'entrées illégales dans notre pays a été de 0. 0 entrée illégale, 4 mois d'affilée.
très dur à croire, puisque si vous regardez ce que c'était il y a 9 mois, eh bien, vous aviez des millions de personnes qui entraient dans notre pays, qui arrivaient d'hôpitaux psychiatriques, des trafiquants de drogue, des gens qui sortaient de prison et qui venaient du monde entier pour entrer, pour affluer aux États-Unis avec notre politique de la frontière ouverte absolument ridicule conduite par le président Biden. Notre message est clair. Si vous entrez de manière illégale et clandestine aux États-Unis, vous irez en prison, ou bien vous repartez directement là d'où vous venez, ou bien même encore plus loin. Et vous savez très bien ce que je veux dire en disant cela. Je tiens à remercier le Salvador pour le travail exceptionnel et professionnel effectué dans l'accueil des criminels que nous renvoyons. L'administration précédente a vu des chiffres records dans le domaine de l'immigration illégale. Nous les renvoyons actuellement. Et nous n'avons pas le choix. Et d'autres pays sont exactement dans cette situation également, submergés par une immigration clandestine qui détruit ces pays. Alors il faut agir. Au niveau mondial, l'Amérique est de nouveau respectée, plus respectée que jamais auparavant. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou même il y a 1 an, nous étions la risée du monde entier. En juin, au sommet de l'OTAN, tous les membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter leurs dépenses de défense à ma demande, de les élever de 2% de leur PIB à 5%, ce qui rend notre alliance plus forte que jamais. En mai, je me suis rendu au Moyen-Orient afin de rendre visite à mes amis et afin de reconstruire nos partenariats dans le Golfe, dans le cadre de nos relations privilégiées avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Et ces pays, je crois, sont plus proches des États-Unis que jamais. Mon administration a négocié des accords commerciaux historiques, y compris avec le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, ainsi que beaucoup d'autres. De la même manière, en l'espace de 7 mois, j'ai mis fin à 7 conflits interminables, dont on disait qu'ils étaient interminables. Certains de ces conflits étaient en cours, 2 d'entre eux étaient en cours depuis 31 ans, l'autre 36 ans. 28 ans pour un autre, j'y ai mis fin. 7 guerres. Et dans tous ces cas, ces conflits faisaient des milliers et des milliers de pertes, y compris le Cambodge, entre le Cambodge et la Thaïlande, entre le Kosovo et la Serbie, entre la RDC et le Rwanda, une guerre absolument terrible, entre le Pakistan et l'Inde, entre Israël et l'Iran, entre l'Égypte et l'Éthiopie, et entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà les conflits auxquels j'ai mis fin. Aucun président, aucun Premier ministre, aucun autre pays n'a réussi à faire quelque chose de cet ordre. Et c'est ce que j'ai réalisé en 7 mois. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu des événements de cette nature. Quel dommage que j'ai dû faire ces choses au lieu et à la place de l'ONU. Et dans tous ces cas, l'ONU n'a pas même essayé d'apporter des solutions dans aucun de ces conflits. J'ai mis fin à 7 guerres. J'ai pris contact avec les dirigeants de toutes ces nations qui n'avaient pas reçu d'appel ni de contact de l'ONU pour mettre fin à ces guerres et à ces conflits. La seule chose que j'ai reçue de la part de l'ONU, c'est un escalator qui est tombé en panne au milieu. Et si la première dame des États-Unis n'avait pas été en bonne santé, eh bien, elle serait tombée de l'escalator. On est tous les deux en forme, donc on a tenu bon. Et puis maintenant, le prompteur qui nous lâche. Voilà les 2 choses que j'ai reçues de l'ONU. Un escalator en panne et un téléprompteur saboté. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Voilà, je vous informe, le prompteur fonctionne de nouveau. Je pense que je vais juste lire, c'est plus simple. Bien, merci. À l'époque, je n'y pensais pas, puisque je travaillais à sauver des millions de vies en mettant fin à ces guerres. Puis j'ai compris que les Nations Unies n'étaient pas là pour nous. Elles n'étaient tout simplement pas là. C'est ce que je me suis dit après. Elles n'ont pas conduit à ces négociations qui n'étaient pas simples.
Cela étant, quel est le but des Nations Unies? L'ONU a un tel potentiel, je l'ai toujours dit. Ce potentiel est énorme. Mais la plus-value est encore très éloignée du potentiel. La seule chose qu'on a de l'ONU, ce sont des déclarations qui ne mettent pas fin à des guerres. La seule chose qui met fin à des guerres, c'est l'action. Nous avons mis fin à tous ces conflits. Nous avons également négocié les accords d'Abraham, qui ont été malheureusement un succès pour lequel notre pays n'a pas été félicité. Beaucoup de gens disent que je devrais recevoir le prix Nobel de la paix pour chacun de ces succès. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, le véritable succès, la véritable récompense, c'est les petits garçons et les petites filles qui grandiront avec leurs parents, car leurs parents sont tués dans des guerres absolument inutiles. Le but, ce n'est pas la récompense, le but, c'est de sauver des vies, et nous en avons sauvé des millions en mettant fin à ces guerres. Et nous y travaillons encore. Il y a plusieurs années, un promoteur immobilier appelé Donald Trump a travaillé à rénover ce bâtiment du complexe des Nations Unies il y a plusieurs années. J'avais dit que je le ferais pour 500 millions de dollars, je reconstruirais tout pour en faire un beau bâtiment avec des sols en marbre. J'avais dit que je donnerais ce qu'il y a de mieux. On ne vous donnerait pas du plastique, mais on a décidé de ne pas faire appel à moi et de faire appel à une solution beaucoup plus chère qui vous a fourni des matériaux de moindre qualité avec une entreprise qui ne savait pas ce qu'elle faisait en matière de construction publique. Leur concept était complètement nul et le produit qui a été construit était de très mauvaise qualité et très cher. Eh bien, il y a eu des dépassements très importants à hauteur de 2 et 4 milliards de dollars, sans même le sol en marbre que moi j'avais proposé dans mon projet. Vous avez remarqué que vous marchez sur du carrelage? Quand on regarde le bâtiment, quand on est coincé dans l'escalator, j'ai l'impression que le chantier n'est pas fini, très franchement. C'était il y a des années, mais j'ai toujours l'impression que ça n'est pas fini. Le projet était complètement corrompu de telle sorte que le Congrès m'a demandé de témoigner en commission d'enquête en raison de ce gaspillage terrible d'argent public. Quelque chose comme entre 2 et 4 milliards de dollars de coût total, comparé aux 500 millions de mon projet. Malheureusement, beaucoup de choses aux Nations Unies se produisent exactement sur ce modèle-là, mais à une échelle bien plus grande, bien plus grande. Et c'est très triste que de le voir. Il n'est pas certain que l'ONU puisse jouer un rôle productif. Je suis venu ici tendre la main, une main productive et amicale américaine à tous les pays qui veulent travailler de manière efficace pour aller vers un monde prospère et pacifique. Un monde qui est à notre portée, mais pour y arriver, nous devons rejeter les mauvaises approches du passé et travailler ensemble pour faire face aux plus grandes menaces de l'histoire. Il n'y a pas de danger plus grand pour notre planète aujourd'hui que les armes les plus destructrices jamais construites par l'homme, dont les États-Unis ont un vaste stock. Durant mon premier mandat, j'ai fait de l'endiguement, de la réduction des stocks des armes de cette nature une priorité. Également pour l'Iran. Ma position est très simple. Le soutien numéro 1 du terrorisme dans le monde ne peut pas avoir le droit de posséder des armes aussi dangereuses. C'est pourquoi, dès mon entrée en fonction,
J'ai appelé le prétendu l'éditeur suprême, je lui ai fait une offre très généreuse, je lui ai proposé une offre de coopération généreuse en échange de l'arrêt du programme nucléaire iranien. La réponse du régime a été la poursuite des menaces envers ses voisins et vis-à-vis des intérêts américains dans la région et à l'encontre de pays très importants autour de l'Iran. Et aujourd'hui, presque tous les officiers généraux iraniens qui étaient à la manœuvre sont morts. Il y a 3 mois, dans l'opération Midnight Hammer, plusieurs bombardiers américains B-2 ont largué la bombe pénétrante américaine de 14 tonnes et ont détruit complètement les installations enterrées du programme nucléaire iranien. Aucun pays n'aurait pu le faire. Aucun pays n'avait l'équipement pour faire ce que nous avons fait. Nous avons les armes les plus formidables du monde. Nous avons fait ainsi quelque chose que beaucoup de pays voulaient faire depuis 22 ans. Nous avons, suite à cela, mis fin à la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, les deux pays acceptant de cesser les hostilités. J'ai également été impliqué dans la recherche d'un cessez-le-feu à Gaza. Il fallait le faire, mais malheureusement, le Hamas a refusé à plusieurs reprises de mettre fin aux hostilités. Et n'oublions pas le 7 octobre. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et certains pays ont décidé unilatéralement, dans ce contexte, de reconnaître la Palestine, mais la récompense serait trop importante pour les terroristes du Hamas au regard des atrocités qu'ils ont commises. Ce serait une récompense. Je pense notamment au 7 octobre. Et je pense aussi au fait qu'ils refusent de libérer les otages et d'aller dans le sens du cessez-le-feu. Donc au lieu ce conflit aurait pu être résolu il y a bien longtemps, mais au lieu de céder au Hamas, ceux qui veulent la paix doivent être unis avec un seul message, doivent donner un seul message, relâcher, libérer les otages maintenant. Voilà le message pour le Hamas. Nous devons nous rassembler pour mettre un terme à cette guerre à Gaza. Il faut que ça soit fait. Il faut négocier immédiatement. Il faut que les otages soient libérés. Nous voulons que les 20 personnes qui sont retenues soient libérées. Nous n'en voulons pas 1, 2 ou 4, nous les voulons tous. Steve Witkoff et d'autres, Marco Rubio aussi. Nous avons réussi avec eux à faire revenir la plupart. Mais comme je le dis toujours, ce sont les 20 derniers les plus difficiles et c'est ce qui se produit. Et il faut qu'ils rentrent maintenant. Pas 2, puis 1, puis 3. Non. Pas de processus de ce genre. Nous les voulons tous. Et puis, il y a également les corps, 38 corps. Les parents sont venus me voir pour me dire qu'ils voulaient revoir les dépouilles de leurs enfants, de leurs fils, de leurs filles. J'ai également travaillé de manière inlassable à mettre fin aux tueries en Ukraine. Je pensais que sur les 7 guerres auquel j'ai mis fin, je partais du principe que ça serait le conflit le plus facile à résoudre en raison de ma bonne relation avec le président Poutine. Je pensais que ça allait être le conflit le plus facile, mais vous savez comment c'est. On ne sait jamais ce qui se passe dans les guerres. Les guerres sont des événements pleins de surprises bonnes et mauvaises. Tout le monde pensait que la Russie l'emporterait en l'espace de 3 jours. À l'époque, mais ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Cette guerre était censée être un coup de force rapide, mais ça ne s'est pas produit, et tout cela n'est pas très flatteur pour la Russie. Et quoi qu'il se passe, maintenant, ce conflit aurait dû durer moins d'1 semaine, mais les hostilités se poursuivent maintenant depuis 3 ans et demi. Des tueries, des massacres, des milliers, 7000 peut-être, 5000, 7000 soldats, principalement qui meurent chaque semaine, de 5 à 7000 jeunes gens qui meurent chaque semaine. Dans les villes, des nombres moins importants, mais quand même, des missiles
des drones, des attaques. Cette guerre n'aurait jamais démarré si j'avais été président. Elle n'aurait jamais dû se produire, cette guerre. Et ça vous montre ce que c'est que le bon et le mauvais leadership et ce que le mauvais leadership peut faire. Regardez ce qui s'est passé avec les États-Unis en parlant de mauvais leadership. Combien d'autres vies seront-elles sacrifiées inutilement de chaque côté? L'Inde et la Chine sont les principaux soutiens de ce conflit en finançant les ressources énergétiques, en achetant des ressources énergétiques de la Russie et en refusant de s'en passer, en achetant des produits énergétiques russes. Je l'avais dit il y a quelques semaines, j'étais mécontent. Ils financent cette guerre contre eux-mêmes, les Européens. Est-ce que vous avez déjà entendu une blague comme ça? Et si la Russie n'est pas prête à faire un accord pour mettre fin à la guerre, les États-Unis sont prêts à mettre en œuvre un volet de droits de douane très important et très dur pour contraindre la Russie. Toutes les nations européennes qui sont là, cela s'adresse à vous. Il faudra nous rejoindre dans l'adoption de ces mêmes mesures. Nous, entre cette guerre et les États-Unis, il y a un océan. Les Européens sont entre premières loges, mais ils achètent du gaz, du pétrole de la Russie, tout en affrontant la Russie. C'est une honte, c'est scandaleux pour eux. Et je peux vous dire que ça m'a perturbé lorsque je l'ai appris. Il faut que les Européens mettent fin à leurs achats de gaz et de pétrole russe immédiatement. Sinon, on ne fait que perdre notre temps, beaucoup de temps. Je suis prêt à en parler avec les pays européens qui sont réunis ici. Je suis sûr qu'ils sont très heureux. Ils ne sont pas très heureux de m'entendre parler comme ça, mais c'est ce que je pense et c'est la vérité. Nous cherchons à réduire la menace liée à certaines armes. J'en appelle à tous les pays pour m'aider à mettre fin au développement d'armes biologiques une bonne fois pour toutes. Biologique et nucléaire est encore pire. Je parle ici des armes de destruction massive. Je veux qu'il y ait une cessation du développement d'armes nucléaires. Et je le vois souvent. Et je regarde toujours des rapports qu'on me présente sur des armes qui sont extrêmement puissantes, mais qui sont en fait inutilisables. Si vous les utilisiez, le monde pourrait être détruit. Il n'y aurait plus d'ONU. Plus rien. Il y a quelques années, des essais imprudents à l'étranger ont donné lieu à une pandémie et d'autres pays continuent à conduire des essais sur des armes biologiques fabriquant des pathogènes extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. J'annonce aujourd'hui que mon administration conduira un effort international pour réduire les armes biologiques via une convention. Il y aura également un système de vérification IA qui sera très fiable. Espérons que l'ONU pourra jouer un rôle constructif. Ce sera l'un des premiers grands projets IA de cette nature. Voyons, attendons de voir ce que ça peut donner. Ce sera peut-être extrêmement prometteur. L'IA peut produire des bénéfices énormes. Voilà un exemple de bénéfice. Et il y a d'autres problèmes qui sont créés. Par exemple, la crise de la migration incontrôlée. Vos pays sont en train d'être ruinés. Et tout cela est financé par l'ONU. L'ONU finance une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. En 2024, les Nations Unies ont massivement financé des trajets de migrants vers les États-Unis. L'ONU soutient l'immigration clandestine et l'immigration illégale. Ensuite, c'est à nous de les faire sortir. L'ONU a également fourni du transport, alimentation, carte de crédit à des clandestins, alors que c'est un clandestin qui était en route pour franchir notre frontière. Des millions de personnes, des millions et des millions de personnes affluaient vers notre pays. 25 millions en 4 ans. Pouvez-vous l'imaginer sous cette administration incompétente?
Et aujourd'hui, nous y avons mis fin, nous y avons mis un terme. Personne ne vient plus, car tout le monde sait qu'on ne peut plus passer. Ce qui a eu lieu, ce qui s'est produit est complètement inacceptable. L'ONU doit mettre fin aux invasions, elle ne doit pas les financer et les créer. Les États-Unis rejettent l'idée que des masses de personnes venant de l'autre côté de la Terre voyagent, violent notre frontière, commettent des crimes dans nos rues et abusent de notre filet de sécurité sociale. Nous avons réaffirmé que l'Amérique appartient au peuple américain et j'en appelle à tous les pays. Prenez position pour défendre vos citoyens, pour défendre vos populations. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Je ne cite pas de nom, mais je peux penser à beaucoup de pays qui sont en cours de destruction par l'immigration. L'Europe est en grande difficulté, grande difficulté, envahie par des masses d'immigrés clandestins, des masses jamais vues auparavant. Et personne ne fait rien pour changer le cours de l'histoire ou pour les renvoyer. Ce n'est pas durable. Pas durable. Et en raison du politiquement correct, ces pays ne font rien pour régler ce problème. À Londres, par exemple, il y a un maire absolument terrible. Londres a été radicalement changé. Londres qui va passer à la charia. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce pays-là dans lequel il y a la charia. Cette immigration sera la mort de l'Europe occidentale s'il n'y a pas des choses qui sont faites immédiatement. Cela n'est pas durable. Ce qui rend le monde si beau, c'est que chaque pays est unique. Et pour rester divers, chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières. Vous avez le droit de contrôler vos frontières comme nous le faisons. Et pour limiter le nombre de clandestins qui entrent, et ce pour protéger les citoyens qui vivent là. Citoyens qui ont construit un pays et qui le voient ruiné par des migrants illégaux. Des sociétés autrefois prospères et qui voient leur pays être détruit par des gens qu'ils n'ont jamais vus, qui ont des coutumes, des religions différentes. Des pays où les immigrés violent les lois, demandent des statuts de réfugiés ou des statuts d'asile pour des raisons illégitimes et qui devraient immédiatement être renvoyés chez eux. Bien sûr, nous aurons toujours de la compassion et de l'empathie pour les gens qui luttent partout pour leur vie et pour leur survie. Certes, nous avons cette compassion et empathie, mais il faut résoudre les problèmes sur place. Et nous devons nous occuper en premier lieu de nos pays. De telle sorte que ces migrants restent chez eux et qu'on n'ait plus des caravanes massives de 25 000, 50 000 personnes qui affluent vers notre pays sans aucun contrôle. Mais ça n'est plus le cas, tout cela est terminé. Selon le Conseil de l'Europe, en 2024, près de 40% des détenus en Allemagne sont des étrangers. En Autriche, 53% des détenus sont des étrangers. Des gens qui ne sont pas autrichiens. En Grèce, 54%. Et en magnifique Suisse, 72% des détenus ne sont pas suisses. Lorsque vos prisons sont remplies de prétendus demandeurs d'asile, eh bien, ils répondent à votre gentillesse, à votre ouverture par le crime. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Voilà ce que j'ai à dire. Et je m'y suis bien pris. Et je comprends ce qui est en train de se passer. Vos pays vont entrer en enfer. L'Amérique a pris des mesures décisives pour mettre fin à l'immigration clandestine. À partir du moment où nous avons emprisonné ceux qui entraient clandestinement sur le pays, à partir du moment où nous les avons sérieusement renvoyés, eh bien, ils ont cessé de venir. C'était aussi simple que ça. Un acte de nature humanitaire pour tous. Car lors de la migration, des milliers de personnes par semaine mouraient. Des femmes étaient violées de manière horrible, battues. Lors de la migration, lors du voyage vers les États-Unis, une longue marche
épouvantable. Mais cela a également été une victoire historique contre la traite d'êtres humains dans la région. Et nous avons coupé l'herbe sous le pied à cette traite d'êtres humains. Nous avons sauvé la vie à des gens qui n'entreprendront donc pas ce voyage mortel, semé d'embûches et de morts. Il y a des jungles sur l'itinéraire, des zones si chaudes qu'on y meurt de suffocation et de déshydratation. On ne peut même pas y respirer. Des corps dans le désert qui jonchent le paysage. Nous avons ainsi sauvé un nombre très important de vies. Nos équipes ont fait un travail fantastique en faisant cela et l'opinion publique américaine est d'accord sur ce point. J'ai été très heureux de voir ce matin que j'ai les meilleurs chiffres concernant ma popularité. À l'époque, en comparaison, Joe Biden permettait à des prisonniers, à des membres de cartels de drogue d'entrer aux États-Unis, à des criminels. 300 000 enfants, en outre, ont été perdus par l'administration précédente. 300 000 personnes, 300 000 enfants victimes de traite d'êtres humains sous la responsabilité de Biden. Des enfants violés et vendus. Personne n'en parle, mais pouvez-vous l'imaginer? Avec beaucoup trop d'enfants maintenant qui sont perdus ou morts, ces enfants ont en partie été retrouvés et nous les renvoyons auprès de leurs parents. On demande à ces pauvres enfants d'où ils viennent, et ensuite on tente de les renvoyer chez eux. Et puis les parents se jettent, lorsqu'ils retrouvent leurs enfants, ils les embrassent en larmes, sans croire au bonheur de les avoir retrouvés. Nous en avons déjà renvoyé 30 000 de ces enfants. Oui, retrouvés de ces enfants. Et c'est exactement ce qu'est l'immigration globaliste. C'est le mal. Mais ces jours sont terminés. L'administration Trump y travaille et nous continuons à y travailler pour nous en prendre aux méchants, aux mauvaises personnes qui causent ces problèmes. Nous avons déjà retrouvé et remis à leurs parents 30 000 de ces enfants et nous allons continuer. Je le rappelle, 300 000 enfants migrants disparus, perdus ou morts en raison des sauvages et des animaux qui ont fait ça. Pour protéger nos citoyens, j'ai nommé j'ai désigné un certain nombre de cartels de la drogue comme organisations terroristes. Les gens ne peuvent plus, ces gens ne peuvent plus faire venir de la drogue par bateau vers notre pays. Tout ça, ça n'est plus possible. Ces bateaux n'ont plus très envie de prendre la mer. Nous avons quasiment mis fin à la drogue par bateau. J'ai également désigné un certain nombre de ces cartels en tant que terroristes internationaux de gangs, notamment un Vénézuélien qui est responsable de viols, de tortures, de mutilations en toute impunité et qui sont les ennemis de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à utiliser la force suprême de l'armée américaine pour détruire les terroristes, les trafiquants vénézuéliens conduits par Nicolás Maduro. Terroristes qui font passer de la drogue et du poison aux États-Unis. Je vous avertis, nous vous détruirons si nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. 300 000 Américains sont morts l'an dernier à cause de la drogue. Le fentanyl, entre autres, mais d'autres aussi. Chaque bateau que nous coulons contient de la drogue et tue des dizaines de milliers d'Américains. Et nous ne permettrons pas que cela se produise. L'énergie est un autre domaine dans lequel les États-Unis prospèrent. Nous abandonnons les prétendues énergies dites renouvelables.
C'est une escroquerie, ça ne fonctionne pas. Elles sont trop chères, elles n'ont pas assez de puissance pour alimenter en énergie les usines qui fabriquent ce dont vos pays ont besoin. Le vent ne souffle pas assez fort pour le faire, beaucoup trop cher lors des opérations, et puis la maintenance est beaucoup trop chère. La source d'énergie la plus chère jamais conçue. Vous savez, avec de l'énergie, vous devez faire de l'argent. Vous n'êtes pas censé en perdre. Et si une source d'énergie perd de l'argent, eh bien le gouvernement doit mettre la main à la poche et payer des subventions. Je rends hommage à la Chine. La Chine construit beaucoup d'éoliennes. Elle les vend dans le monde. Mais pourquoi? Pourquoi ne s'en sert-elle pas? Je sais que la Chine utilise du charbon, elle utilise du gaz, elle utilise tout, mais pas le vent. En revanche, ils adorent vendre des éoliennes, ça oui. Et de l'autre côté, vous avez l'Europe. L'Europe est loin derrière dans cette lutte contre l'utilisation de l'énergie moins polluante et contre la lutte contre la drogue et contre également ce chemin sale contre la propagation de la drogue qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, qui pourraient nous mener à la banqueroute. Il faut également lutter contre la prolifération chimique et également avec l'ouverture d'usines équipées pour lutter contre les conséquences climatiques. Mais le tout écologiste, le tout vert, nous mène à la banqueroute. Je suis ici pour dire la vérité et je me moque de ce qu'on peut dire. Mais je suis ici à New York et ici le crime est en train de baisser. Et d'ailleurs, je parle aussi de Washington, la capitale du crime de l'Amérique. Et maintenant, grâce à l'intervention de la garde nationale, c'est maintenant une capitale sûre. On peut se promener librement dans les rues et rien ne vous arrivera. Ça a été un job fantastique qui a été fait par la garde nationale. Je sais que ce n'était pas politiquement correct, mais ils ont pris en charge la question. Et aussi pour renvoyer les migrants d'où ils venaient, avec les armes qu'ils avaient. Et en fait, je vous invite à venir à Washington pour que vous vous en rendez compte et que vous puissiez vous promener librement dans la ville, dans la capitale des États-Unis. Un nombre de pays importants ont abandonné leurs moyens pour fermer leurs frontières, pour lutter contre la drogue, contre l'immigration illégale. Et évidemment, c'est également le cas pour les capitales européennes. Je suis récemment allé en Grande-Bretagne où j'ai rencontré le Premier ministre britannique et ils ont des réserves de pétrole considérables qu'ils n'ont pas utilisées et qu'il faudrait justement mettre en exploitation. Il y a des atouts extraordinaires pour le Royaume-Uni et j'espère que le Premier ministre Starmer m'écoute parce qu'il y a vraiment des choses incroyables à faire qui peuvent changer la donne. Au lieu de ruiner, par exemple, ruiner ce magnifique paysage écossais avec les panneaux solaires qui détruisent le paysage à plusieurs milliers de kilomètres des côtes. Et évidemment, dans cette affaire, je mets en avant le directeur exécutif des Nations Unies en charge de la lutte contre le réchauffement climatique, qui a dit que ce qui se passait était irréversible en le comparant à un holocauste écologiste. Mais voilà où nous en sommes. Un autre officiel des Nations Unies a déclaré il y a 10 ans que nous étions dans une situation dramatique et que nous ne pourrions pas en sortir. Et si on regarde ce qui s'est passé dans les années 20, dans les années 30,
on nous disait que le global cooling, le rafraîchissement, le refroidissement de la planète allait tuer la planète et il ne s'est rien passé. Donc aujourd'hui, on nous parle du changement climatique, mais quelle que soit la situation, c'est vraiment la plus grande manipulation qui ait jamais été lancée. Et le changement climatique, vous êtes impliqué dedans avec l'interdiction des forages, l'interdiction de l'usage du charbon. Tout cela nous mène à la faillite. C'est mauvais, c'est vraiment, ça a été décidé par de mauvais dirigeants. C'est un scam, c'est un scandale. Durant la campagne présidentielle, certains disaient que Trump avait raison sur tout. Et je ne dirais pas vraiment ça. J'ai été, oui, c'est vrai, quand même. J'avais raison sur tout, je peux le dire. Mais je dénonce le scandale de l'énergie verte. Il y a des gens avec qui vous n'avez rien à voir, qui mènent vos pays à la faillite. J'adore l'Europe, j'adore les gens de l'Europe, les habitants de l'Europe, et je déteste de voir qu'ils sont ainsi en péril, avec notamment l'immigration massive, et que l'on laisse tout cela se produire sans réagir. Vous voulez peut-être être politiquement correct, mais vous allez détruire l'héritage de l'humanité en faisant cela. Le désastre de l'immigration, de la fausse énergie verte, tout ça, c'est une manipulation, c'est un scandale, c'est faux. Et ça nous amène dans un chemin de destruction totale. Je me souviens, il y a quelques années, avoir entendu parler de l'empreinte carbone. Et en parlant notamment des empreintes carbone laissées par les avions, les Boeing 747. Et la personne que je cite parlait de l'empreinte carbone laissée par les avions. Et en fait, on s'est aperçu que cet avion magnifique pouvait voler sans vraiment porter atteinte au global warming, au réchauffement climatique, sans le détruire. Mais avec des coûts extrêmement importants, l'Europe a réduit ses émissions de carbone. Félicitations l'Europe, magnifique. Beaucoup d'usines ont fermé. Mais évidemment, pour tous ces sacrifices et plus encore, eh bien, il y a eu quand même une augmentation de réchauffement climatique de plus de 50%, qui venait d'ailleurs de pays comme la Chine et qui polluaient autour de la Chine, avec plus de CO2, plus de gaz carbonique. Donc tous ces pays travaillent tellement pour lutter contre le carbone et c'est du non-sens. C'est intéressant parce que aux États-Unis, nous avons toujours des environnementalistes, des écologistes radicalisés qui disent qu'il faut interdire le forage, interdire le forage thermique, le drilling, mais nous avons une frontière qui est solide, qui est forte. Et quand on parle de l'atmosphère, eh bien le bateau est là, il est en marche. Et nous avons de l'air de bonne qualité comme jamais depuis de nombreuses années. Mais vous savez que l'air circule et quoi que vous fassiez au sol, eh bien, l'air continue à avancer, à souffler. Et les environnementalistes refusent de l'admettre. En Asie, ils ont décidé de se débarrasser de leurs ordures tout près de l'océan.
Et ça flotte jusqu'à Los Angeles, avec des conséquences absolument gigantesques aux côtés de Los Angeles, de San Francisco, au large des côtes des deux villes, Los Angeles et San Francisco. Tout cela est absolument fou. Et toutes ces politiques d'énergie verte, brutales, violentes, qui détruisent les industries et les usines, ces règles absolument folles qui sont appliquées contre les États qui refusent d'appliquer ces règles et qui coûtent des fortunes, tout cela est un véritable scandale, avec des conséquences qui sont 3 fois plus élevées qu'aux États-Unis. Nous avons une expression, Bill, baby drill, bébé, tu dois forer, il faut forer, il faut forer. Eh bien, en tant que président, eh bien, le résultat, c'est que, eh bien, c'est assez étonnant de voir que certains de ces pays ont des coûts d'électricité tellement élevés, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, et que cela a des conséquences évidemment sur les conséquences du réchauffement ont provoqué la mort de 170 000 personnes. Et on nous dit qu'il faudrait arrêter l'air conditionné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela est un scandale. Certains prétendent que l'on va arrêter le réchauffement climatique. Tout ça est une illusion et c'est un scandale. Il faut absolument que les sociétés refusent toutes ces fausses bonnes idées, ces fausses idées sur l'énergie verte. D'ailleurs, l'Amérique payait beaucoup plus que tous les autres pays pour cette lutte contre le carbone. Alors que la Russie avait appliqué des vieux standards jusqu'en 2030. Les États-Unis étaient supposés payer plus de 3 billions de dollars pour cette lutte contre le réchauffement climatique. Et évidemment, tout cela a fait que les pays ont des projections, des réjections de pollution extrêmement importantes, notamment les pays pétroliers. Mais moi, je parle du charbon magnifique sans pollution. Et je ne parle plus du charbon, je parle du magnifique charbon propre. Eh bien, si vous en avez besoin, eh bien, il faut l'utiliser. Les États-Unis sont évidemment d'accord pour exporter l'énergie que nous avons à travers le monde. Mais il faut que cela soit équitable et réciproque. Et évidemment, tout ce que je dis à propos du climat, c'est vrai pour le reste. Car un certain nombre de règles ont été violées par de nombreux pays et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les États-Unis appliquent des droits de douane parce que depuis des années c'est nous qui en payons les conséquences et voilà, nous utilisons les droits de douane comme un mécanisme de défense, de protection de l'Amérique. Alors que auparavant, il faut bien dire que cela nous avait fait perdre des centaines de milliards de dollars et aujourd'hui nous avons de toute façon l'inflation la plus basse, le taux d'immigration le plus bas et que nous allons donc avoir une économie soutenable pour les prochaines années. Et évidemment, nous allons continuer à prendre des mesures contre les pays qui ont profité de la situation. Et nous allons rétablir les choses contre la corruption
les administrations, les pays incompétents et corrompus. Le Brésil, par exemple, doit faire face à une hausse des droits de douane en raison d'une interférence sans précédent dans les affaires de justice du pays, avec la censure, avec la répression, en ciblant les dirigeants de l'opposition. J'arrivais au pouvoir alors que le dirigeant brésilien en partait. Et donc, je suis en train d'examiner la situation. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est absolument anormal. Je n'ai pas encore beaucoup de temps pour m'exprimer, peut-être 20 secondes. Et oui, c'est vrai que mon prompteur ne marchait pas bien au début de ma prise de parole. Mais j'ai vu le président Lula juste avant, et je l'aime bien d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes que j'aime bien, mais ce que je n'aime pas, mais quand je les aime pas, je les aime pas. En tout cas, pendant une quarantaine de secondes, on s'est bien entendu et c'était bon signe. Mais par le passé, le Brésil avait des droits de douane trop élevés, mais grâce à nos droits de douane réciproques, nous les frappons durement. Je défendrai toujours notre souveraineté nationale et les droits des Américains, des citoyens américains. Je suis désolé d'avoir à dire que le Brésil s'en sort très mal et que ça va continuer à être le cas. Le Brésil ne peut réussir que lorsqu'il travaille main dans la main avec nous. Sans nous, ils échoueront, comme d'autres ont échoué lorsqu'ils nous ont tourné le dos. L'an prochain, l'Amérique célébrera son 250e anniversaire, un témoignage de la liberté, de l'esprit et de la réussite des Américains. Nous allons également accueillir la prochaine Coupe du Monde de football et en 2028, les prochains Jeux Olympiques. J'espère que vous viendrez tous. J'espère que de nombreux visiteurs du monde entier nous rendront visite pour participer avec nous à cette célébration commune sportive de notre humanité. 1776, indépendance de l'Amérique, lumière du monde. Et dans le cadre de cet anniversaire, j'espère que beaucoup de pays se joindront à nous et prendront exemple sur nous et s'inspireront des valeurs que nous chérissons et que nous voulons défendre. Liberté religieuse, liberté d'opinion. Je pense notamment aux droits religieux de la religion la plus persécutée au monde actuellement, le christianisme. Chérissons ensemble les valeurs qui ont rendu chacune de nos nations uniques et extraordinaires. Enfin, je tiens à souligner le fait que l'immigration et les coûts de l'énergie dite verte sont en train de détruire des pans entiers du monde libre et de notre planète. Des pays qui chérissent la liberté en raison de leur politique sur ces deux dossiers. Vous avez besoin de frontières fortes et de sources d'énergie traditionnelles si vous voulez restaurer votre grandeur. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, chacun des dirigeants de cette pièce représente une noble histoire, un héritage fier qui rend chaque nation glorieuse et unique et à nul autre pareil dans l'histoire de l'humanité. De Londres à Lima, de Rome à Athènes, de Paris à Séoul, du Caire à Tokyo, d'Amsterdam ici à New York, nous sommes debout sur les épaules de généraux, de géants, de titans qui ont construit nos pays, nos nations, avec leur courage, leur force morale. Nos ancêtres ont traversé des océans, des déserts, ont surmonté des déserts, ils ont traversé des batailles, ils se sont plongés eux-mêmes dans des dangers terribles. Ils étaient explorateurs, paysans, soldats, marins, ils ont construit
Ils ont fait de villages des cités, ils ont fait de tribus des royaumes, ils ont construit des empires puissants. Et vous faites partie de tout cela. Ils étaient des champions. Ils étaient les champions de leur peuple, ils n'ont jamais abandonné et ils ont défendu les valeurs de leur identité nationale. Leur vision a forgé un magnifique destin. Chacun dans cette pièce fait partie de cette aventure humaine à sa manière. Chacun est l'héritier des triomphes, des histoires, des personnes qui ont fondé nos pays. Nos ancêtres ont tout fait pour leur patrie qu'ils ont défendue avec fierté, avec de la sueur, avec du sang, en donnant leur vie et en acceptant la mort. Nous avons maintenant la mission de protéger les nations qu'ils ont construites. Et cela est la responsabilité de chacun d'entre nous. Alors ensemble, respectons les devoirs que nous avons vis-à-vis de nos peuples et de nos pays. Préservons les frontières, nos cultures, nos trésors, nos traditions. Et surtout, battons-nous, battons-nous, battons-nous pour leurs rêves, pour la liberté. Et dans l'amitié, ensemble, travaillons à construire une belle planète, planète que nous partageons, une planète en paix, une planète plus riche, plus belle, plus prospère que jamais auparavant. Cela peut se produire, cela arrivera, et j'espère que cela arrivera dès maintenant, dès cet instant. Nous allons améliorer, rendre nos pays plus forts, nous allons prendre soin de nos peuples. Je vous remercie, ça a été un honneur de faire cette allocution ici. Que Dieu bénisse tous les pays du monde. Thank you very much.